Les 10 et 11 février 2025, j'ai eu la chance de participer au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, organisé par la France au Grand Palais. Un lieu impressionnant à la hauteur de l'événement. Pendant 2 jours, des dirigeants et dirigeantes, experts et expertes et entrepreneurs et entrepreneuses du monde entier se sont réunis pour discuter des grands enjeux liés à l'intelligence artificielle. Au fil de mes missions, j'ai découvert tout un vocabulaire. Aussi bien dans le domaine des nouvelles technologies, il fallait s'y attendre, que sur la diplomatie. Et il y en a un qui m'a particulièrement intriguée, la cyberdiplomatie. J'avoue que ça m'a fait un peu rigoler, comme si j'avais débarqué par erreur dans un épisode de Star Wars. Donc forcément, ça m'a donné envie de creuser. Moi, c'est Marianne, alternante au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous écoutez Les mots, une série du podcast Source diplomatique qui vous entraîne dans les coulisses des relations internationales. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'agents et agentes qui m'aident à décrypter le langage si particulier de la diplomatie. Alors concrètement, c'est quoi la cyberdiplomatie ? Quels sont les enjeux pour les États ? Et comment s'organisent-ils pour y répondre ? J'ai justement rencontré quelqu'un qui en parle avec beaucoup de passion. Bonjour, je m'appelle Maïd Ersoir, je travaille à la sous-direction de la cybersécurité au sein de la direction des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors oui, c'est un sujet un peu technique. Donc si vous découvrez, il va peut-être falloir s'accrocher un peu. Moi-même, j'ai découvert le concept il n'y a pas si longtemps, donc je vous propose de l'explorer ensemble, étape par étape. Déjà, il faut commencer par la base. Pour comprendre ce qu'est la cyberdiplomatie, il faut comprendre ce qu'on entend par cybersécurité. La cybersécurité, c'est d'abord un état souhaitable qu'on cherche à avoir. On parle de cybersécurité lorsqu'un système d'information, un réseau informatique, résiste aux cyberattaques de façon à garantir la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données qui y circulent. C'est le domaine sur lequel je travaille. Mais attention, c'est à différencier de la protection des contenus, donc des enjeux de lutte contre les manipulations de l'information, de désinformation, qui sont traités au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais dans un autre service, la sous-direction Veille et Stratégie, on a fait le choix de bien séparer les deux services, puisqu'ils recouvrent des enjeux différents. Si on confond les deux, on peut tomber dans des modèles plus autoritaires de maîtrise de l'architecture sur laquelle circule l'information pour mieux la contrôler. Donc on évite complètement de faire ça, surtout dans les positions qu'on porte dans les enceintes internationales. S'il faut protéger les infrastructures où circulent nos données, c'est bien qu'elles sont menacées. Reste à savoir qui tente d'y pénétrer et dans quel but. Alors, on dit qu'il y a 4 types de menaces en fonction de l'attaquant et de ses objectifs. Tout d'abord, il y a la menace criminelle. C'est l'ensemble des individus ou des groupes qui conduisent des cyberattaques à des fins lucratives. La menace criminelle, elle utilise des failles dans les pratiques de sécurité des organisations, que ce soit des entreprises ou des organisations publiques, pour les escroquer. Par exemple, en se faisant passer pour des personnes qu'ils ne sont pas, de façon à leur demander une rançon. C'est par exemple le cas d'une attaque qu'on appelle les attaques par rançongiciel, qui permettent de bloquer un système en l'échange d'une rançon. On a également la menace étatique, qui représente en fait les opérations cyber qui sont conduites directement par un État malveillant ou indirectement par l'intermédiaire d'acteurs affiliés à ce dernier. Cette menace, elle vise principalement à produire du renseignement et à déstabiliser nos sociétés, par exemple pour déstabiliser des processus électoraux, pour toucher atteinte à l'intégrité d'infrastructures critiques. Et à ces 2 principales menaces, s'en ajoutent 2 autres. Tout d'abord la menace activiste, qu'on écrit avec un H et un K, avec un jeu de mots avec hacker dedans. C'est une catégorie qui regroupe les groupes qui ont recours à des opérations cyber à des fins de revendication politique. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, l'ANSSI avait pu observer que des groupes activistes, qu'ils soient pro-russes, pro-palestiniens par exemple, avaient eu recours à des attaques par déni de service, qu'on appelle DDoS en anglais, pour tenter de bloquer des sites web. ANSSI, DDoS, je vous avais prévenu que ce serait technique. Donc je vous propose un petit point vocabulaire. L'ANSSI, c'est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. En gros, c'est une agence qui organise la protection de la France contre les cyberattaques.
Une attaque DDoS, en déni de service, ça consiste à saturer un site en envoyant trop de demandes d'un coup, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner. Donc en fait, c'est une attaque qui n'a aucune conséquence, je dirais, stratégique, mais ça a des échos dans les médias, puisque un site gouvernemental, par exemple, qui ne fonctionne plus, ça se voit directement. Et donc, les attaquants recherchent plus l'impact médiatique que la finalité stratégique, l'espionnage, qu'on retrouve dans la menace étatique plutôt. L'objectif est d'utiliser les moyens cyber, finalement assez faciles, entre guillemets, pour donner écho à leurs revendications politiques. Et en fait, ces trois premières menaces, elles sont alimentées par une quatrième, qui est la croissance incontrôlée du marché de l'intrusion cyber. C'est un marché qui permet à tous les acteurs précités d'acquérir des capacités pour conduire leurs opérations offensives. Que ce soit depuis le marché des vulnérabilités 0D, donc c'est des failles informatiques très critiques qui permettent de pénétrer dans un système d'information. Et 0D a été rendu célèbre très récemment par une série du même nom avec Robert De Niro. 3402 personnes ont perdu la vie. Le jour de Zero Day. Dans ce marché, on trouve également les hackers for hire, c'est-à-dire les hackers qui mettent à disposition leurs services et leurs compétences, en passant par également les entreprises commercialisant des outils d'intrusion prêts à l'emploi, comme les logiciels espions. Ces capacités, elles présentent un risque tant pour les droits de l'homme que pour notre sécurité nationale. Donc selon l'origine de la menace, l'attaquant peut avoir des cibles différentes, que ce soit des intérêts stratégiques français, des industriels, des officiels, des opposants politiques, par exemple dans le cas des logiciels espions, des infrastructures critiques civiles comme des hôpitaux. Et ces menaces ont un coût stratégique, économique et parfois démocratique, puisqu'elles visent à contribuer à l'érosion de la confiance du citoyen en nos institutions. Bon, là on a planté le décor. Les types d'attaques, pourquoi elles existent, qui elles visent. Mais maintenant côté défense, qui s'occupe de contrer ces menaces en France? Et comment ça s'organise? Alors pour être efficace dans la lutte contre la cybermenace, il faut la mobilisation de plusieurs corps de métier. En cas d'incident cyber par exemple, il faut un pompier pour intervenir auprès de la victime. Et ça c'est l'ANSSI, qui est le pompier cyber français depuis 2009. À côté du cyberpompier, la France elle a également besoin d'opérer dans le cyberespace pour renseigner, défendre et agir. Par exemple pour répondre ou attribuer une cyberattaque. Et là, c'est au sein du ministère des Armées, le ComCyber, le commandement de la cyberdéfense, qui joue ce rôle de cybersoldat. Les actes cyber peuvent également, par exemple, constituer des infractions pénales qui doivent être traitées par la justice française. Et on a ainsi en France des cybermagistrats, avec notamment une section de lutte contre la cybercriminalité. Et de même, on a des gendarmes cyber, par exemple, au ministère de l'Intérieur, avec le ComCyberMi. Donc en fait, on a tous ces corps de métier. Et dans ce paysage institutionnel, nous avons besoin d'agents publics aussi capables de dialoguer avec d'autres États et des acteurs étrangers. Parce que le cyberespace est par nature de toute façon international. Et donc, depuis décembre 2022, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'est doté d'une sous-direction de la cybersécurité à part entière, composée de 6 cyberdiplomates, dont je fais partie. Et notre rôle, du coup, en lien avec tous les acteurs que j'ai cités, est d'organiser la coopération au niveau international, tout en contribuant également à gérer le rapport de force avec nos adversaires, en lien avec les administrations compétentes que j'ai citées. Le cyber, c'est un peu comme une pincée de sel. Il suffit de l'ajouter à n'importe quel mot pour qu'il prenne une toute nouvelle saveur. Cyberattaque, cybercriminel, cybersécurité, cyberdiplomate. Des mots familiers, mais qui, avec ce petit préfixe, ouvrent sur un univers complètement différent. Alors que font ceux qui naviguent au quotidien, les cyberdiplomates ? Dans notre travail quotidien, on a 3 catégories d'outils de cyberdiplomatie à notre disposition. On a tout d'abord les outils de régulation internationale pour œuvrer à toutes les échelles à se fixer des règles communes pour éviter que le cyberespace devienne le Far West ou reste une sorte de Far West. On a des outils de coopération, que ce soit par des dialogues avec des États,
qu'on appelle bilatéraux, quand il s'agit d'une relation d'État à État, ou de façon multilatérale par des enceintes internationales dédiées. On a des outils de coopération qui recouvrent également des outils de cybersolidarité à l'égard de nos alliés et de partenaires les plus vulnérables parfois. Et enfin, on a des outils pour infliger des coups à nos adversaires, lorsque cela est nécessaire, comme par exemple les sanctions. En réalité, ce n'est pas si différent de la diplomatie classique. Sauf que là, ça se passe dans un espace relativement nouveau. Il faut s'imaginer Internet comme un territoire partagé par tous, accessible depuis n'importe où. Et comme pour n'importe quel autre territoire, il faut réfléchir à des règles communes, à la manière de les faire appliquer, et à quoi faire quand elles ne sont pas respectées. Actuellement, les cyberdiplomates de tous les pays se regroupent à intervalles réguliers dans un groupe de travail et d'experts à l'ONU pour tenter de faire avancer la régulation internationale. Depuis que l'ensemble des États ont reconnu en 2013 que le droit international s'appliquait au cyberespace, ils essaient de s'entendre maintenant sur le comportement responsable qu'ils doivent adopter dans le cyberespace. Et donc l'ONU offre un cadre général juridique et normatif applicable à tous les États. Donc c'est notre premier outil qui est l'espace de discussion. Mais si je continue dans cette veine, parfois ce cadre il doit être précisé et surtout mis en œuvre par les États. C'est pour cela que, de façon complémentaire aux discussions en cours aux Nations Unies, la France a lancé plusieurs initiatives pour à la fois pousser la réflexion plus loin ou prendre des engagements supplémentaires sur certains sujets et pour lutter contre les types de menaces qu'elle identifie. Et c'est par exemple tout le sens de l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité lancé en 2018 pour définir les grands principes pour un cyberespace ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique. En 2018, l'appel de Paris propose une idée simple, unir États, entreprises et organisations non gouvernementales autour de principes communs pour un cyberespace plus sûr, garantir les droits fondamentaux en ligne, prévenir les attaques critiques et miser sur la coopération. Puis, en 2021, il s'est passé ça. C'est l'un des plus puissants logiciels espions jamais créés. Pegasus, capable de s'infiltrer dans n'importe quel portable. Chefs d'État, députés, princes et princesses, chefs d'entreprise, ambassadeurs, généraux, mais aussi des journalistes, des avocats et des militants des droits de l'homme. Le scandale a mis un coup de projecteur sur ce que Mahé appelle la croissance incontrôlée du marché de l'intrusion cyber. Autrement dit, un business de l'espionnage en roue libre. Et ça, nos cyberdiplomates le prennent très au sérieux. Laisser ces outils en accès libre, c'est risquer qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Pour répondre à cette menace, on a créé un outil à part entière qui est le processus de Palmal, qu'on a lancé officiellement en février 2024 avec le Royaume-Uni pour lutter contre la prolifération et l'usage irresponsable des capacités d'intrusion cyber disponibles sur le marché, y compris les logiciels espions. Et donc, par cet outil unique et multi-acteurs qui regroupe de nombreux États, des représentants du secteur privé et de la société civile, on peut faire des avancées en plus des cadres de discussion onusiens et en complémentarité avec cela. Très récemment, on a organisé une conférence début avril 2025 et on a adopté à cette occasion un code de bonne pratique qui donc dresse un ensemble d'engagements politiques et de bonnes pratiques pour lutter contre ce phénomène-là. Établir des règles, c'est essentiel, mais tout le monde ne respecte pas le jeu. Certains États multiplient les cyberattaques, parfois contre nos alliés, qui ne sont pas toujours bien équipés pour se défendre. Et ça, c'est un danger pour tout le monde, parce qu'en fait, même si les attaques se déroulent en ligne, leurs conséquences dépassent largement le monde virtuel. Notre analyse face à cette situation, c'est qu'on a tout intérêt à faire preuve de solidarité à l'égard de nos alliés et de nos partenaires pour lutter contre ces menaces. Donc leur sécurité renforce la nôtre et notre sécurité collective. Concrètement, nous mettons en place des mesures de cybersolidarité pour assister nos partenaires en cas de crise cyber d'ampleur, mais aussi pour assurer un renforcement de leurs capacités cyber sur le long terme. On a travaillé à l'élaboration d'une réserve cyber de l'Union européenne qui permettra de porter assistance aux États victimes d'une cyberattaque d'ampleur. Elle sera composée de prestataires privés spécialisés, financés sur fonds européens et mobilisables très rapidement en cas de crise. Et sur le temps long, la France travaille également au renforcement des capacités cyberdéfensives
de ses partenaires et alliés, soit directement par les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et particulièrement l'action de la direction de la coopération de sécurité et de défense, ou par l'intermédiaire d'un opérateur compétent, par exemple Expertise France, qui sait très bien conduire ce genre d'activité également. Le MEAE a créé des écoles spécialisées, main dans la main avec certains partenaires. Par exemple, à Dakar, avec le Sénégal, elle a créé une école nationale à vocation régionale cyber qui forme différents publics, des policiers, des magistrats, notamment pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest. Elle forme également des agences nationales et des administrations qui sont en charge de la cybersécurité des réseaux des États. On a également un peu dupliqué le modèle en Europe, dans les Balkans occidentaux, avec le lancement avec la Slovénie et le Monténégro du Centre de développement de capacités cyber dans les Balkans occidentaux, avec le C3BO, un nouvel acronyme, qui a pour double enjeu de renforcer donc la résilience cyber de ces États candidats à l'Union européenne, qui sont parfois également nos alliés et membres de l'OTAN. Et le deuxième enjeu qui est de mutualiser aussi les moyens, les outils et les pratiques au niveau européen en travaillant à l'élaboration de ces activités de renforcement capacitaire cyber avec nos partenaires européens. Ok, donc d'un côté on a la cybersolidarité, c'est-à-dire des États qui s'entraident face aux cyberattaques pour éviter que les failles de l'un deviennent un problème pour tous. Mais ça ne suffit pas à régler le problème. Il faut aussi un cadre, des règles claires et surtout un moyen d'agir quand elles sont ignorées. Sinon, ça revient un peu à jouer sans arbitre. C'est bien ça, pour être crédible, il faut être en mesure d'infliger un coup aux adversaires qui nous ciblent. Ce coup, il peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'appréhender les cybercriminels, de détruire leurs infrastructures ou de les rendre inopérantes. Mais bon, si la conduite de ces opérations n'est pas de mon ressort en tant que cyberdiplomate, nous, on a quand même un outil à notre disposition, tout particulièrement, c'est les sanctions. À l'échelle de l'Union européenne, nous sommes dotés d'un régime de sanctions qui permet à l'Union d'imposer des mesures restrictives ciblées visant à décourager ou à contrer des cyberattaques qui constituent une menace extérieure à la fois pour l'Union européenne et ses États membres. Et depuis 2020, comme ça, on a pu cibler à la fois des individus et des entités qui leur sont associées. En janvier 2025, donc très récemment, l'UE a ainsi listé 3 officiers du GRU, donc les services de renseignement de la Russie, en raison de leur implication dans une série de cyberattaques perpétrées contre l'Estonie en 2020. Et c'est donc comme ça qu'on peut à la fois publiquement désigner et imposer des mesures restrictives contre des adversaires qui nous ciblent. Par exemple, on pense au train de sanctions contre la Russie, que les Européens ont rapidement mis en place après l'agression de la Russie contre l'Ukraine en février 2022. C'est un peu le même système en fait pour le CISR. Moi, j'ai juste une question comme ça. Vous êtes diplomate à la base ou vous êtes spécialisé dans les enjeux cyber ? On est des diplomates qui se spécialisent dans le cyber. Moi, j'avais une expérience précédente dans un cabinet de conseil en cybersécurité, puis j'ai travaillé auprès de l'ambassadeur pour le numérique. Mais sinon, on est des diplomates et on est avant tout formés à être diplomates pour ensuite travailler sur les enjeux cyber, puisque le fond vraiment de l'expertise vient vraiment de l'interministériel. Il vient des autres administrations compétentes avec qui on élabore nos positions. Et ensuite, nous, on porte le sujet au niveau politique. La cyberdiplomatie est la preuve que la diplomatie ne cesse de se réinventer avec son temps. Entre sécurité, coopération et régulation, les cyberdiplomates dessinent les premiers contours d'un nouvel espace stratégique. Un monde dont l'histoire ne fait que commencer. La saison 2 de cette série Les mots touche à sa fin. Un grand merci à vous de m'avoir suivi dans ce voyage au cœur du langage diplomatique. Si vous avez aimé, je vous encourage à jeter un œil aux autres séries de sources diplomatiques. Il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est que le début, d'autres projets arrivent bientôt. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout laissez-nous un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on explore.